vous revenez de Russie, de Saint-Pétersbourg et de Crimée. Et vous êtes allé à Donetsk. Oui. En plus de ça. C'est une île que je connais bien. Voilà, vous connaissez bien le sujet aussi, mais alors côté russe peut-être cette fois-ci. Est-ce que c'est aussi la vision côté russe est aussi idyllique, si j'ose dire, que telle qu'elle est présentée par François Martin? Je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. Ah d'accord. Oui et non. Alors les bonnes allez-y, réponses. développez. Je vais être obligé de développer parce que sur certains sujets, je suis en total accord avec ce que vous venez de dire. Ouais. Effectivement, si on remonte dans les années 2017-2018, il faut savoir que la guerre dans le Donbass a commencé en 2014. Ah oui. Mais le gaz, l'électricité, l'eau n'a jamais été coupée par Kiev dans le Donbass. Il y D'accord. avait des factures qui étaient payées. Le Donbass a continué d'exporter le charbon du Donbass Ça. en Ukraine. Donc le business, pendant la guerre, a continué. Bien Le sûr. business était là. On est d'accord. Le business a toujours continué et il continue Ah oui. encore. Artemov a eu des résidences qui n'ont jamais été bombardées ni attaquées. Donc Oui. on a des mines qui n'ont jamais été attaquées. Il y a des obus qui sont tombés partout en ville, etc. Mais ces bâtiments n'ont pas été. Merci. Néanmoins, si officiellement les Russes, alors je vais avoir 3 lectures par rapport à ça, si officiellement les Russes vous diront toujours nous sommes pour la paix, nous regrettons la position que vous avez par rapport à la guerre et aux engagements que vous avez. Ça sera l'attitude des officiels russes tout le temps, de ne jamais aller titiller très loin les Occidentaux en disant on regrette votre position, on ne la comprend pas. Mais si vous connaissez bien la société russe, si vous allez les rencontrer, je dirais, dans des dîners, si vous faites des sorties, si vous les recevez, si vous prenez un petit verre de vodka avec, et que vous n'êtes plus en position officielle, ils vont commencer à vous dire mais vous êtes fatigant. Vous, Occidentaux, vous êtes fatigants parce que... Occidentaux, c'est vraiment là actuellement, maintenant ce sont les Européens, Alors, quelques pays d'Europe. Surtout Macron qui joue le matador, Macron et tous les anglo-saxons... Et le matamor. Oui, et l'Angleterre, parce que la culture de la trahison occidentale remonte à très très loin. Et cette culture de la trahison, on va remonter dans les discussions, on va être Entre autres la Crimée. beaucoup plus loin, ça va remonter à Napoléon. Ah bah oui. Napoléon exige de la Russie un certain nombre de choses que Napoléon n'exige pas de son pays. Et les Russes sont les premiers à vous dire, oui, Napoléon exigeait effectivement un blocus complet et continental face à l'Angleterre, mais les dispenses qu'il signait pour certains commerçants, certains navires qui allaient quand même commercer avec l'Angleterre. Et on nous exige, exigence complète d'un blocus. Et là, Poutine a fait un petit comparatif entre Macron et Napoléon. Alors, donc c'est dans ce sens-là qu'il fallait je peux vous dire que l'histoire napoléonienne est parfaitement connue par les Russes. L'exigence de Napoléon d'un blocus complet, les Russes l'ont généralement pas accepté jusqu'à la rupture. Ça, c'était une première trahison. Napoléon a attaqué les Russes avec qui il avait un accord. Bon, ensuite, on passe à Napoléon III, la guerre de Crimée, tout le monde connaît. C'est pas la peine d'aller plus loin, on va y rester. Mais l'accord suivant que les Russes signent avec les Occidentaux, c'est l'accord de l'URSS avec l'Allemagne nazie. On est d'accord. Mais cet accord stipulait une non-agression. C'est encore un pays occidental, donc un pays certes national-socialiste, qui va attaquer la Russie. Les Russes s'en souviennent très bien. Les Russes se souviennent très bien de tout ça. Et là, on a eu des accords qui ont été signés, les accords pour mettre fin à la guerre dans le Donbass, les accords... Minsk 1, Minsk 2. Minsk 2, des accords que les Russes se sont engagés à mettre en œuvre. Moi, j'étais là-bas, j'étais dans le Donbass, j'avais un logement à 2 km de la ligne de front, donc je peux vous dire que les accords n'ont jamais été respectés, les obus tombaient tous les jours sur le front et sur Donetsk. Donc ces accords n'ont pas été respectés. Vous mettez tout ça bout à bout, et vous dites, mais les Occidentaux, en général, ne tiennent jamais les accords qu'ils signent. C'est ça. Donc les Russes disent, on le sait, on le sait. Et on va même plus loin dans certains détails. Les Russes rappellent que l'Empire russe a sauvé l'Empire austro-hongrois. Bien sûr. A sauvé l'Empire austro-hongrois. Et la récompense, ça a été 1914, le coup de poignard dans le dos de la Russie. Et donc les Russes commencent à en avoir passablement marre. Et ils ont sauvé la France au Congrès de Vienne. Ils ont sauvé la France au Congrès de Vienne, exactement. Et en 1914. Ah bah il apparaît tout d'un coup. Alors là, il y a l'indiscipline, ça y est. François Martin qui intervient. Et alors, on vous avait pas présenté. Vous êtes arrivé. Allez, on va l'avouer maintenant un petit peu en retard. Mais vous êtes arrivé. Voilà, vous avez repris Il a votre entendu qu'on souffle. parlait d'histoire. Hein, il a repris son souffle, évidemment, Laurent Arthur Duplessis. Donc maintenant, il est là avec nous.
On va laisser finir, si Oui. vous le voulez bien, Ouais, c'est Laurent, passionnant. voilà ce que dit Karl Pincemin, et puis après vous aurez largement l'occasion C'est très important ce qu'il dit. d'intervenir, et puis le moment venu de vous engueuler les uns les autres si vous n'êtes pas d'accord. Alors, Mais déjà on pose les débats. Je reprends ce que je disais. Donc, vous avez un premier niveau de discussion avec les officiels qui vous disent « Oh, nous regardons, etc. » Vous avez un deuxième niveau qui n'est plus officiel, qui est dans des soirées, où vous avez quelqu'un de l'ambassade qui peut vous dire « Mais attendez, nous on se souvient très bien du coup de poignard de l'Autriche. Enfin là ça date un peu quand même. Oui, mais c'est toujours la même méthode. Minsk 1, Minsk 2, c'est encore la même chose. C'est-à-dire qu'ils commencent à en avoir marre. Et puis, vous avez le troisième niveau de réflexion qui est beaucoup plus diffus. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec un officiel, tout à fait. Alors, on était dehors en train de se promener. Il me dit, mais on en a assez de ce que vous faites. Si un jour nous sommes obligés d'être en guerre contre vous, si malheureusement... Alors vous là c'est en tant que Français ? En tant que Français, oui. D'accord. Si nous sommes obligés d'être en Ouais. guerre contre vous, mais ne vous étonnez pas de ce qu'on vous fera. Parce que vous êtes insupportable. On est arrivé à un stade où on essaye de dialoguer avec vous. Mais aujourd'hui, vous ne nous présentez aucune personne pour dialoguer. Il n'y a aucun politique français qui veut dialoguer avec nous. Provocation, arrogance. Mais aucun, c'est-à-dire tous les partis, même les partis qu'on appelle... Les Russes n'ont pas leur mot à dire. Cesser le feu sans condition, presque capitulation aussi pendant qu'on y En est. plus, Karl, il y a un aspect psychologique, c'est qu'on Ouais, pardonne beaucoup plus facilement à ses ennemis qu'à vos amis qui vous ont trahis. Eh oui. Un ennemi, on On se réconcilie avec un ennemi, avec Merci un ami François. à qui tu Vraiment, as trahi. j'insiste pour que tout le monde puisse s'exprimer. Ouais, et puis ouais. après, vous allez Et avoir. Je vais vous laisser la Et donc cet officiel m'a dit, mais si jamais nous sommes en guerre contre vous, et il ne le souhaitait pas, cette personne m'a dit, mais je ne le souhaite pas, on a des relations avec la France qui sont des relations historiques, mais ne vous étonnez pas de ce qu'on vous fera. Ne vous étonnez pas, parce qu'on n'aura pas de limite. C'est-à-dire que là, pour l'Ukraine, pour le Donbass, on s'est toujours retenu, on a toujours tenté de respecter les accords, etc. Si vous rompez la dernière digue, qui est la vision qu'on a de la France, c'est-à-dire que de ce que vous êtes, si vous rompez cette dernière digue, nous aurons pour vous aucun. Donc la dernière digue, c'est quoi pour eux? Eh ben, c'est l'image qu'on donne à la France. C'est-à-dire l'image que la France... Enfin, on fait pas la guerre pour une question d'image. Non, mais quand vous n'avez pas de parole, quand les gens en face de vous n'ont pas de parole, et aujourd'hui Macron n'a pas de parole, et la France ne présente aucune parole officielle à la Russie autre que celle « Oh, ben on va vous faire la guerre demain. Oh, ben on va mettre des soldats en Ukraine. Oh, ben vous allez voir... ceci. » Mais les Russes disent « Mais arrêtez !» Surtout qu'il y a des lignes rouges. Hein. Autant il y a une ambiguïté stratégique du côté de Macron, autant là, les lignes rouges, c'est-à-dire l'exclusion aérienne, c'est non. La force des forces de l'OTAN au sein de l'Ukraine, ce sont des lignes rouges, ça. C'est très clairement des lignes rouges. Les Russes n'attendent qu'une seule chose, un interlocuteur pour discuter. Et dire, OK, vous voulez quoi? Nous, on veut ça, maintenant discutez avec nous. Et il n'y a personne qui discute. Personne ne discute. Et à partir du moment où personne ne discute, et que ce que vous dites, vous ne le respectez pas vous-même, la messe est dite. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.